ma vie a basculé dans une autre dimension. Quand elle a fait l'échographie, donc mon mari était à côté de moi, lui, il a compris. Moi, j'ai pas capté du tout ce qui se passait. Il n'y a plus qu'un cœur. Tu te rends compte que ton autre fille est en danger? C'est mon cerveau qui s'est mis en mode survie. Ça a été une grossesse avec l'épée de Damoclès sur la tête tout le temps. Et là, j'ai vu une pédopsychiatre et ça a changé la donne. Je ne veux pas dire qu'elle m'a sauvé la vie, mais je pense réellement qu'elle a trouvé le moyen de nous faire avancer de manière sereine avec le bagage qu'on traînait derrière. Tu as cette ambivalence de être heureuse parce que ben t'as ta fille qui est née. Au même temps, ben là, t'es face à la réalité du deuil aussi. Et comment j'ai pu ne pas voir. Il a fallu accepter qu'en fait, non, j'aurais rien pu faire pour éviter ça. Ce genre d'événement, ça peut avoir une double incidence, ou ça divise ou ça renforce. Je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si tout ça n'était pas arrivé. Hello toi et bienvenue sur mon podcast. Je suis Anna Alice et ici on prend un moment pour arrêter le temps, respirer et se reconnecter avec soi-même. Chaque lundi, je te propose des échanges sincères, des témoignages inspirants et des discussions sur l'organisation avec un focus sur le bien-être mental. C'est ton espace pour faire une pause, prendre une bouffée d'air frais et trouver des clés pour avancer avec confiance. Alors, installe-toi confortablement et rejoins-moi pour ce moment de partage. Alors Sabrina, merci d'être là. Et avant de plonger dans ton histoire qui est assez bouleversante, j'aimerais revenir sur les débuts de cette aventure. J'aimerais déjà apprendre comment est-ce que tu as appris que tu étais enceinte, tout simplement au départ. Comment est-ce que tu l'as su? Parce que je crois que tu m'avais justement dit que c'était pas forcément attendu à ce moment-là. Alors, c'est pas que c'était pas attendu, c'est que ça arrivait très vite. Donc, du coup, c'était cherché, hein, c'était pas une surprise, voilà, mais on pensait pas que ça viendrait autant vite. Et puis, je l'ai su en Sicile. On était en vacances en Sicile, et puis j'avais un jour de retard, qui m'arrive jamais. Et du coup, j'ai fait un test là-bas et qui s'est révélé positif. Tu as été enceinte, mais tu as été enceinte de jumelles. Enfin, à l'époque, tu savais pas que c'était des filles, Mhm. mais en tout cas, tu avais une grossesse gémellaire. Est-ce que ben ça justement, tu as eu des quand tu l'as su, est-ce que tu as eu des appréhensions ou des attentes particulières justement par rapport à ce début de grossesse gémellaire? Alors, aucune attente, mais beaucoup de peur. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de peur. J'étais là, mais c'est pas possible, en fait. Vous vous trompez. Enfin, je pense que j'ai dû lui dire, vous fichez de moi. Je crois que je lui ai dit ça au gynécologue quand il m'a dit, ouais, j'ai dit, mais vous fichez de moi, là. Puis, très surprise, enfin, surpris les deux, hein, du coup, et beaucoup de peur. Comment on va faire, comment on va réussir, comment ça va être. Deux, c'est beaucoup. Déjà, un. Première grossesse, enfin voilà, on se pose un milliard de questions. Donc vous avez eu deux fois, entre guillemets, la surprise, parce que la première, c'était que ça arrive aussi vite, comme tu le Voilà. disais, parce que bah voilà, vous étiez, comme on dit, en train d'essayer Jeune d'avoir fille. un enfant, mais vous vous attendiez pas que Voilà. ça vienne comme ça Non, directement. Et non. en plus, double surprise, parce que ben justement, enceinte de deux bébés au même temps. Bien justement, ce qui nous a en fait mis ici sur ce podcast, c'est pour expliquer ce qui s'est passé durant cette grossesse, parce que tu as été en fait à 17 semaines, tu as reçu un diagnostic difficile. Est-ce que tu peux Mhm. nous en dire un peu plus par rapport à ça? Quand j'ai appris enfin, être enceinte de jumelles, on m'a passée chez une gynécologue spécialisée dans les grossesses à risque, mm, on va dire, voilà, parce que du moment où on en a deux, ça devient une grossesse à risque. Ah Elle d'accord. nous a parlé de tout ce qui pouvait se passer, parce que elle est tenue de le faire, et ça passe là, on va Mhm. dire. Ouais. Et puis, j'ai eu un contrôle avant les vacances, parce que j'étais suivie toutes les 2 semaines. Et là, j'avais une différence de liquide amniotique entre les deux bébés, ce qui en soi peut ne pas du tout être grave. Ça peut arriver qu'il y ait quand même une petite différence. Mais par sécurité, on a refait un contrôle 2 ou 3 jours après. Et la différence, elle avait augmenté. Et là, là, c'est devenu pas normal. Et là, elle a posé
enfin, elle a déjà posé le diagnostic quasiment sûr du syndrome transfuseur-transfusé. J'ai été aussi envoyée au CHUV le lendemain matin, donc un samedi matin. T'interrompre, Oui, Sabrina, parce que je pense que pour les personnes qui écoutent, c'est important aussi qu'ils sachent ce que c'est le syndrome transfuseur-transfusé, parce que ça a un acronyme de TTTS. Par rapport à cette explication, tu me complètes si jamais, mais Mhm. le TTTS est une complication rare qui touche les grossesses monocoriales, donc où les jumeaux partagent le même placenta. C'est un déséquilibre dans Mhm. l'échange sanguin entre les jumeaux et puis ça peut mettre donc leur vie en danger. Et dans ces cas, Oui. une intervention fétale est souvent nécessaire pour sauver au moins un bébé. Mhm. Donc justement, c'était important Oui, pour moi de vraiment donner cette définition parce que c'est juste. pas tout le monde sait ce que c'est. Moi, je ne le savais pas. Et c'est vrai que ben, grâce à ton histoire, j'ai pu aussi m'intéresser à tout ce que c'était, tout ce que ça impliquait. Et voilà, je voulais juste l'expliquer pour que tout le monde sache un peu ce qu'il en est. Donc, tu disais justement que là, tu as eu ce diagnostic qui a été posé. Oui, et puis en fait, le lendemain, donc le samedi matin, j'ai été reçue par le docteur Beau, donc, qui est le chef de la maternité du CHUV, et qui est un des deux médecins qui opèrent in utero en Suisse. Donc il y en a deux, un à Berne et un au CHUV. Là, j'ai eu de nouveau une échographie, puis j'étais déjà au stade 3. Je crois qu'il y a 5 stades, sauf erreur, dans ce syndrome. Et il y avait quand même une grosse différence de liquide. Et puis là, ben, la même chose, il nous a expliqué ce que tu as dit avant, donc que l'intervention est inévitable, que c'est nécessaire pour sauver les bébés, dans le meilleur des cas, en sauver un, ou il pouvait aussi y avoir la possibilité de pas du tout réussir à sauver les deux. Ça dépendait les dégâts, on va dire, que ça avait déjà fait. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand il y a trop de liquide, le cœur du bébé enfin, travaille beaucoup trop vite et du coup fatigue le fœtus. Et quand il n'y a pas assez de liquide, il manque des nutriments, il manque plein de choses. Donc, on était vraiment dans un truc hyper compliqué. Puis j'ai été opérée l'après-midi du samedi, donc ça allait très très vite. Euh, donc j'étais réveillée pendant toute l'opération, hein. J'ai eu une anesthésie rachidienne, ils appellent ça. C'était plus compliqué que ce qui était prévu. Ça, il a mis plus de temps. Moi, j'ai pu voir les bébés parce qu'il y avait des caméras dans mon ventre, hein, donc c'est assez Mm. particulier, mais moi, j'ai Ouais. pu les voir. Donc, ces images de bébés qui bougent, enfin, des visages. Alors, ça reste très flou aujourd'hui, hein, mais Mhm. j'ai quand même cette image, je les ai vus, les deux. Il m'avait dit que tout s'était bien passé, que fallait attendre les 24 heures pour voir comment ça évoluait. Et puis, j'avais un contrôle prévu à 24 heures, contrôle qui n'arrivait pas. Donc, le dimanche, j'ai attendu et il m'avait laissé son numéro personnel. Et puis, quand c'était, je crois, 21 heures, on l'a appelé parce que j'avais toujours pas de contrôle. Donc, Mais je ne pourquoi tu savais as pas pas. eu de contrôle, excuse Sabrina? Il t'avait oublié ou qu'est-ce qui s'est passé? je- Oui, je pense que c'était ça. Je pense qu'il a donné des instructions qui n'ont malheureusement pas été suivies. Mhm. Il était très surpris que j'ai pas eu cette échographie de contrôle. Après, il y a je pense que c'était une assistante, médecin assistant qui est venue avec ses chariots roulants, à roulettes là. Et quand elle a fait l'échographie, donc mon mari était à côté de moi, lui, il a compris. Moi, j'ai pas capté du tout ce qui se passait. Et elle a mis un petit moment à verbaliser. Tu as eu l'intervention. Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été dit à ce moment-là? Je veux dire, est-ce que c'est possible déjà? Je ne sais pas si tu peux répondre à cette question, mais est-ce que c'est possible au moment de l'opération finalement de dire, voilà, il y a eu une issue favorable pour les deux ou pas? Ou est-ce que tu restes vraiment dans l'attente de cette échographie en Non, plus qui ne venait pas? tu restes dans l'attente parce qu'en fait, l'opération sur le moment, elle s'est bien passée. Les bébés D'accord. allaient bien. Il m'a dit le rythme cardiaque est normal. Enfin voilà, tous les contrôles qu'on pouvait faire étaient normaux. Donc, pour moi, l'échographie, c'était une échographie de routine, enfin de contrôle, juste pour s'assurer que c'était OK. Et puis voilà. Et puis vraiment, moi, j'ai pas compris tout de suite. J'ai pas compris. Moi, j'ai vraiment juste vu mon mari se décomposer. Et moi, j'ai pas. Quand elle a verbalisé, elle m'a dit, je suis vraiment désolée, il y a plus qu'un cœur. J'ai dit, c'est pas possible. Elle me dit oui. J'ai dit, mais non, je les ai vus hier, ça allait. Elle me dit non, mais il y a vraiment plus qu'un cœur. Donc, du coup, là, moi, j'étais dans
dans le service des menaces d'accouchement prématuré au CHUV et j'avais une maman enceinte à côté de moi et ils m'ont transférée. J'ai dit, moi, j'ai dit, il faut me sortir d'ici. Et puis, ils ont une salle de dégagement, enfin une chambre de dégagement. Et puis, Oula. Ok, je vais le nom transférer. est déjà aussi assez Ouais, archaïque quand même. Bon, voilà. Enfin, moi, j'appelle ça comme ça, mais j'ai l'impression que c'est le mot qu'ils ont utilisé. Après, c'était il y a ok, 8 ans, donc 7 ok. ans. Et puis, bah, il y a un lit, hein, enfin, il y a un lit, une salle de bain, enfin, c'est une chambre, mais un peu plus grande, où on n'était que mon mari et moi. Et en fait, on nous a laissés là. Voilà. J'ai envie de dire qu'on a passé la nuit comme ça. Donc tu veux dire que Donc, j'essaye juste ouais. de récapituler ça parce que je suis un peu choquée en fait de ce que tu dis parce que enfin, encore une fois, c'est pas, on n'est pas en train de jeter la pierre Non, non. aux personnes qui se sont occupées de toi parce que certainement qu'elles ont fait de leur mieux, mais c'est vrai qu'il faut aussi se mettre, et c'est pour ça que je fais aussi ces épisodes de podcast, c'est pour pouvoir se mettre aussi une fois dans la peau des gens qui ont vécu ça, vraiment, que ce soit toi ou que ce soit ton mari, parce que là, je parle avec toi, mais bien évidemment que toutes mes pensées vont aussi pour ton mari, pour ta famille, parce que c'est pas quelque chose que l'on vit seul non plus, même si quelque part, évidemment, tu as dû le vivre aussi à ta manière et on le verra après. Mais Mhm. donc, vous êtes là dans cette chambre en train de faire l'échographie. Ton mari il se rend compte. Déjà, j'imagine même pas enfin, comment il a dû se sentir parce que ben, lui-même, ben, il doit vivre son propre choc. Et puis, au même temps, ben, Oui. il voit que tu comprends pas non plus. Et en plus, c'est quand même dit d'une Mhm. façon très, très Froide. médicale, très froide. Et puis, en plus, après, dégagé dans cette chambre, personne n'est là, personne. Enfin, comment vous vous êtes senti, je dis vous, mais toi, ton Euh, mari, on a passé une nuit horrible, mais horrible parce que je pense qu'on a été laissé, je sais pas comment expliquer, mais à l'abandon presque. Après, moi, le lendemain, j'ai demandé tout de suite de voir quelqu'un. J'ai dit, j'ai besoin de voir quelqu'un, amenez-moi quelqu'un, enfin, faites venir quelqu'un. Ils m'ont envoyé une aumônière. ok. Comment dire? Euh, Répondait pas ni à mes croyances, ni à ce dont j'avais besoin à ce moment-là. J'ai quand même pris. La pauvre, elle pouvait pas. Enfin, je pense qu'elle était autant démunie que moi sur le moment, hein, parce qu'elle Mhm. s'est retrouvée face à une situation. Voilà. Donc, elle a fait bah, ce qu'elle a pu. Elle a été hyper gentille. Elle m'a laissé sa carte. Enfin, vraiment, je la remercie, hein, mais c'était absolument pas ça dont j'avais besoin. Vraiment pas. Et le lendemain, donc ça, c'était le dimanche, le lundi. Le lundi, on m'a signé le bon de sortie. Ben, au revoir, merci. Pas de... Donc ça, c'était le lundi quand toi t'es sorti, et c'est quand que tu es rentré, juste pour qu'on... Le samedi. Ok, donc 2 jours, quoi. Mais Ah là après, là. on m'a dit, en fait, on m'a pas dit, voilà, il va se passer ça, vous aurez ça, il y aura ça. Euh, Moi, c'est moi qui ai rappelé ma gynécologue à Neuchâtel, parce que j'étais suivie à Neuchâtel, du coup, pour prendre rendez-vous, pour voir quoi, comment, enfin, voilà, quoi. Et Mhm. puis, on est rentré, enfin, on est rentré comme, enfin, je m'excuse du terme, mais comme deux cons, Mhm. On vous a sans, laissé sans, comme ça un peu mais sans aucun soutien totalement psychologique. rien, rien du tout. À ce Ok. moment-là, Ouais, mais vraiment rien. ça doit être vraiment quelque chose de vraiment brutal. Déjà, l'annonce est terrible. Mais en plus, et c'est là aussi que je voulais vraiment t'amener à Mhm. parler sur ça parce que moi, ça m'a choqué en fait quand on a discuté ensemble la première fois parce que tu m'as raconté ton histoire. Euh, c'est que ce qu'il faut bien s'imaginer, ce que j'ai vraiment envie que les gens comprennent, qui nous écoutent, c'est que donc là, on était à 17 semaines et tu apprends cette terrible nouvelle. Mhm. Mais ce qui se passe, c'est que finalement, ta grossesse continue parce que ton autre fille continue à Va se bien. battre et à être là. Donc, Mhm. c'est vraiment... Donc, toi, tu as eu cette intervention à 17 semaines et tu as en fait accouché à 27 semaines. Donc, ça veut dire pendant ces 10 semaines, parce que tu as vécu avec tes 2 filles, mais une qui était décédée et Vivre. l'autre qui était vivante. Comment est-ce que tu as Mhm. pu, comment est-ce que tu as pu gérer quelque chose? J'ai même pas les mots en fait, hein. Comment as-tu pu gérer entre la joie et finalement le deuil? Parce que c'est comme si tu peux pas vraiment passer ni dans l'un ni dans l'autre. Comment ça s'est passé? Mais je pense que le cerveau de l'être humain est bien fait parce qu'on se protège. Et en fait, je pense que moi, j'ai pas l'impression que ce soit moi qui ai fait quelque chose. J'ai l'impression que c'est mon cerveau qui s'est mis dans une, enfin, qui s'est mis en mode survie. Je pouvais pas vivre un deuil. Enfin, je l'ai fait d'une façon, mais voilà, parce que justement.
il fallait choisir. C'est à ce moment-là, c'était un choix quelque part. Et bah, c'était le choix de mener quand même cette grossesse. Enfin, on espérait le plus loin possible, en tout cas la viabilité. Bah, déjà, on nous l'a bien dit, hein, que c'était. Enfin, j'ai eu d'autres complications par la suite. Donc, encore aujourd'hui, c'est absolument pas normal ce qui s'est passé. Mais même moi aujourd'hui, je pourrais pas te dire comment j'ai gardé la tête hors de l'eau. J'en sais rien. Honnêtement, aujourd'hui, je sais pas. Je Mais je pense pense que c'est vraiment comme que tu l'as bien expliqué aussi, c'est oui, cette espèce d'enclenchement quand la douleur, la oui, souffrance est tellement forte parce que j'ai oui, interviewé d'autres personnes avant toi et moi-même j'ai passé par des choses assez difficiles. En fait, il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du ouais, cerveau qui complètement. fait que ça s'enclenche pour te protéger, pour pouvoir te Mais com- permettre de continuer à vivre. Parce qu'en fait, la douleur serait tellement forte si tu réalisais tout ce qui se passe que tu serais pas Accepte. capable de vivre en fait. Donc c'est vraiment un processus de protection et c'est Mhm. vrai que ben moi je peux pas m'empêcher déjà de penser à après, mais déjà pendant ce moment qui était très ambivalent, parce qu'en fait il faut apprendre à vivre avec cette ambivalence. euh, qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a permis de continuer finalement pour ta fille qui était là encore, qui s'accrochait? Est-ce que tu as eu du soutien autour de toi? Est-ce que c'est ton mari? Comment tu as pu avancer? Ah, ça c'est. Tu sais, quand tu vis une situation comme ça, mais ça je l'ai appris après, hein. J'ai eu de la peine à un moment donné à accepter aussi que le silence de certaines personnes, mais c'est par la suite hein, que j'ai compris que bah, des fois en fait on se tait parce qu'on ne sait pas quoi dire. Et je pense il y a vraiment eu ça dans mon entourage. Donc je ne leur jette pas du tout la pierre, hein. Bien au contraire, je comprends parce que peut-être que moi j'aurais réagi exactement de la même manière. Après, j'ai eu bien sûr du soutien. Enfin, je les compte sur les doigts d'une main, hein. Mais il y a eu un soutien inconditionnel de certaines personnes, bien sûr. Après, bah, mon mari qui a vécu je pense, son deuil de son côté, à sa manière, mais qui a toujours accepté d'en parler avec moi. Pas forcément avec d'autres personnes, mais on a toujours pu en parler. J'ai toujours pu pleurer, j'ai toujours pu enfin, exprimer mon ressenti, puis je pense que ça me faisait du bien. Et puis après, honnêtement, ben, il y a des gens à l'hôpital, qui travaillent à l'hôpital, qui sont beaucoup à l'écoute, à Neuchâtel notamment, et qui m'ont écouté parler pendant des heures. Mais des heures. Vraiment, je pense qu'ils passaient des heures dans ma chambre. Parce qu'il faut savoir que moi, j'ai été hospitalisée après encore, pendant une semaine, parce que j'avais des pertes de sang. On ne savait pas pourquoi. Donc, j'ai été bourrée d'antibiotiques au cas où. Après, je suis rentrée à la maison et 3 semaines après, j'ai la poche des os enfin, je perdais du liquide amniotique, mais en pensant que c'était le liquide de ma fille décédée, parce qu'on m'avait dit que sa poche allait se vider. Donc, pour moi, il n'y avait rien d'inquiétant. Et quand Mhm. tu allais au contrôle habituel, là, il faut savoir que j'avais des contrôles 2 fois par semaine à ce moment-là. Et ben là, en fait, on m'a dit, mais madame, en fait, votre fille, elle a plus du tout de liquide. Ah, Puis je l'ai regardé, puis j'ai dit, mais vous avez déjà eu ce cas? Elle me dit, bah, faut pas trop vous faire d'illusions. ok. Et là, mais de nouveau, Ouais. enfin, le tact des gens n'existe pas. En Et fait, j'ai j'étais, l'impression que des fois, ils vivent tellement ce genre de choses que, alors, ouais, nous-mêmes, on a notre propre métier et peut-être qu'on le fait aussi à notre manière, mais c'est vrai que ça n'a pas peut-être le même impact, disons, hein, que quand tu es dans un service médical, chaque mot, finalement, peut être interprété, peut être, voilà, c'est d'autant plus, il faut faire attention et je pense qu'il faudrait vraiment améliorer de ce côté-là, encore une fois, sans jeter la pierre à tout le monde, hein, mais il y a quand même une amélioration à faire et je pense que c'est quand même le cas, ça avance. Je vois qu'il y a des évolutions, mais c'est vrai que on se rend compte quand même qu'il y a des fois des choses qui sont dites qui sont terribles parce que non seulement là, tu venais de vivre tout ce que tu as vécu, mais en Mhm. plus là, tout d'un coup, bah, tu te rends compte que ben, ton autre fille est en danger. Donc Ouais. enfin, le combat continue encore plus, quoi. Donc là, Ah, du mais coup, concrètement, il s'est je pense que passé quoi? depuis la 17e semaine, je pense qu'il s'est jamais arrêté le combat. Ça a été une grossesse avec l'épée de Damoclès sur la tête tout le temps. Hmm. On va dire ça comme ça. Et puis ben là, à ce moment-là, ils m'ont hospitalisée d'urgence. Donc j'ai été hydratée par intraveineuse pour justement faire en sorte que le liquide amniotique se reforme. Parce qu'en fait, elle avait 0,5.
l'épaisseur de la plus haute partie du liquide qu'on pouvait mesurer, c'était 0,5. Il faut savoir que quand on est quand même à ce stade de grossesse, donc 5 mois, il faut quand même avoir 5 à 6 centimètres. Hmm. Donc là, tu es vraiment clairement en Non, danger. Parce que après, toi, en fait, tu as donc accouché, comme j'ai dit, à 27 semaines, donc 10 semaines par rapport à pas. l'intervention que tu avais eue avant. Et donc là, avec ce liquide amniotique qui était vraiment très limité, donc ta fille a Mhm. continué à avoir ce liquide amniotique comme ça, mais tu étais vraiment du coup très surveillée. Puis tu m'avais parlé justement d'une hospitalisation que toi, tu as eue. Est-ce que c'est à ce Oui, moment-là que tu as dû être hospitalisée pour être oui. sous surveillance, je veux dire? Là, Et tu je as suis plus été sur. hospitalisée pendant combien de temps? Alors, de la 20e à la 27 à la 25e semaine, et du moment où on est dans la viabilité, bah, c'était dès qu'une place se libérait, bah, j'étais envoyée soit d'un côté, soit de l'autre. J'ai Mhm. prié de ne pas être envoyée à Berne, parce que là, j'aurais vraiment été toute seule. Enfin, ça aurait été vraiment très compliqué pour mon mari de travailler, de venir. Enfin, ça aurait été vraiment compliqué. Et puis là, bah, on a un néonatologue qui est venu nous voir, donc un spécialiste des prématurés, qui nous a expliqué ce que ça, enfin, voilà, si je devais accoucher à 24 semaines, les conséquences potentielles, je dis bien toujours potentielles, à 25, voilà, puis qu'est-ce qu'on voulait faire? Parce qu'il fallait qu'on signe des papiers pour savoir ce qu'on voulait faire. Et nous, on a dit, on veut la prise en charge maximum. Du moment où notre enfant, quand il naît, il n'a pas de problème, enfin, comment dire, qu'il ne sera pas handicapé, enfin, voilà. Il y a aussi tout ça à prendre en compte, hein, parce que né prématuré, c'est pas juste un bébé qui est né un petit peu avant. Il peut y avoir énormément de complications, mais énormément. Parce que Donc, c'est au niveau d'une grossesse gémellaire, enfin, la naissance, on va dire d'une manière générale, quand tu as juste une grossesse, on va dire standard, c'est 40 semaines, il compte. Mais pour une grossesse gémellaire, c'est un petit peu avant, c'est juste d'habitude, hein, je veux dire. alors, elle m'avait parlé de 34. Si j'arrivais à Mhm, 34, bien. mhm, ok, Alors, peut-être ça aurait été des prématurés quand même, mais 34 semaines, c'est déjà bien. Donc, ok. voilà. Mais il pouvait prendre en charge à partir de ses 25. 4 à Berne et 25 au CHU. Ouais. D'accord, ok. Mhm. Donc là, Puis, bah, tu t'es retrouvé au CHUV, du coup, pour ton pour les deux, hospitalisation, 2 semaines. Et donc, quand tu as accouché au CHUV, j'imagine qu'ils t'ont pas emmené ailleurs. Et là, comment ça s'est passé? Est-ce que tu as eu quand même un accouchement, on va dire, non. comment s'est passé ton accouchement? Ça a été compliqué, hein? C'était compliqué parce qu'en fait, faut savoir que comme j'avais la poche des os qui était percée, le risque, c'était que je contracte une infection. Mm. C'était le risque. La chance, entre guillemets, si on peut parler de chance, hein, que j'ai eue, c'est que la fissure que j'avais dans la poche des os, elle était plutôt en haut, contre le haut et non pas contre le bas. C'est ce qui permettait toujours d'avoir ces 2 centimètres, 2 3 centimètres de liquide. Et suivant comment je me mets, il pouvait y avoir une journée où je perdais pas de liquide et puis tout d'un coup, le lendemain, je reperdais beaucoup. Donc ça dépendait toujours comment j'étais et c'est pour ça que je devais être alitée. Donc Parce que là, du j'avais coup, vraiment l'infection, ça aurait été pour toi, pour ton enfant ou pour les deux? les deux. Et on a les deux, on a été infectés les deux par quelque chose, je sais pas par quoi, voilà. Mais ça, c'était le risque. Et en même temps, on me l'avait dit, puis on m'a aussi dit, on peut pas vous bourrer d'antibiotiques pendant le temps de votre hospitalisation parce que ça n'a pas de sens. Évidemment. Donc voilà, donc j'ai commencé à contracter. Bon, faut savoir que j'avais des contractions, mais enfin, qui n'avaient aucune incidence sur le col, voilà. Mais là, j'avais quand même vraiment très mal. Et quand ça, c'était le soir. Et quand j'ai appelé, pardon, l'infirmière, j'ai dit, écoutez, moi, j'ai vraiment des contractions. J'ai dit, c'est bizarre, c'est pas la même chose que d'habitude. Et puis là, elle m'a donné, il y a des médicaments qui les stoppent, enfin, qui les Diminue. ralentissent, enfin, je sais pas 10 minutes et elle m'a dit, écoutez, on essaye avec ça, puis on regarde. Puis on a essayé pendant 2 heures, elle m'a donné 2 pastilles comme ça, puis ça, j'ai dit non, non, mais en fait, ça me fait aucun effet. Et puis là, elle me dit, écoutez, on va vous descendre en salle d'accouchement. J'ai dit, pardon? J'ai dit, non, non, mais non, j'ai dit, c'est 27 semaines, on va pas, je vais pas accoucher. J'ai dit, non. Elle me dit, Mm. si, il faut qu'on descende en salle d'accouchement par sécurité. Elle m'a dit ça comme ça, par sécurité. Là, j'ai appelé mon mari. Et puis, donc, je suis passée la nuit en salle d'accouchement où ils m'ont mis, je crois que ça s'appelle l'ocytocine, je sais pas quoi, enfin, un truc qui accélère les contractions, donc qui essaye de les rendre efficaces, ce qui n'a
jamais été le cas. Donc, en fait, moi, j'ai eu des contractions qui ont eu aucune incidence sur mon col. Rien. Pas dilaté, pas ouvert, rien du tout. Et j'ai quand même j'ai une sage-femme qui disait, mais vous voulez pas pousser, vous avez pas une sensation? J'ai dit, bah non, parce que sinon, je vous le dirais. Puis, au bout d'un moment, on était les deux tachycardes. Et moi, je commençais à avoir de la température. Et ça, c'était le matin. Il y a un médecin-chef, à un moment donné, vers 11 heures, quand même 11 heures, puis j'étais quand même en salle d'accouchement depuis minuit, qui est entré dans cette salle d'accouchement, qui a regardé le tracé. Et là, ça a été tellement rapide que j'ai rien compris. Là, C'était situation d'urgence, quoi. voilà, là, ça a été hyper, de nouveau un peu violent parce que là, on voit tout le monde s'affairer, tout le monde moi, ouais, ils m'ont posé très, très rapidement une péridurale. C'était catastrophique. J'ai pas senti quand ils ont sorti ma fille, je l'ai pas vue. À un moment donné, Donc ils du ont coup, appelé ils ont mon dû mari. te faire en fait la césarienne et puis intervenir d'urgence en fait, parce que c'était Voilà. vital. Et puis là, je sais qu'ils l'ont amené dans la salle d'à côté, juste à côté, parce qu'ils ont appelé mon mari. Il est allé la voir, donc par chance, elle allait bien. Et puis juste avant, ils me l'ont quand même amené. Je dis bien entre guillemets, parce que j'ai vu une main, parce qu'elle était en couveuse. Moi, j'étais sur la table, couchée, et la couveuse ne descendait pas à la Mhm. hauteur de mon visage. Donc oui, j'ai pu tendre la main, j'ai pu voir une petite main, mais ça pouvait être la main de n'importe quel bébé. J'aurais pas forcément vu la différence à ce moment-là. Puis c'est triste, je trouve, comme premier contact avec son enfant. Mais C'est vrai que là, dans ces ouais, situations, c'est des choses qui nous marquent, hein. C'est évident parce qu'on s'imagine aussi tous et toutes, parce qu'on est des parents, comment est-ce que ça pourrait se passer. Et puis on imagine, on essaye en tout cas, et particulièrement dans ton cas, de s'imaginer que ça va bien se passer, de garder le côté positif. Et quand ça se passe pas forcément comme ça, bah, c'est vrai que après coup, parce que sur le moment, ben, on est un peu dans l'urgence, on peut pas forcément bah, très bien réaliser tout, mais c'est vrai mhm, qu'après coup, ben, on se dit, ouais, j'ai loupé un peu ce moment-là, mais en même temps, mhm, c'était tellement quelque chose d'urgent et de vital ouais. en fait pour toi, pour ton bébé. Oui, Ben là, du coup, elle était saine et sauve, mais c'est vrai que je pense que pour toi, il fallait quand même encore agir, quoi. il devait, oui, il fallait me refermer. Puis surtout, j'avais cette fièvre C'est de ça? l'infection, donc vraiment d'où ça venait. Et puis, après, ils m'ont dormi, ils m'ont amené en salle de réveil. Quand je me suis réveillée, bon, j'avais toujours de la fièvre, mais mon mari est venu vers moi, puis là, il avait des photos, il a pu montrer des photos et tout. Il m'a dit que ça allait bien, bien pour le bien que ça pouvait aller à 27 semaines. Hein, parce que ma fille Mhm. pesait 50 grammes à la naissance, donc elle n'était pas 1 kilo. C'est quand même une petite chose. Hein. Par rapport à tout ce que tu dis, c'est vrai que c'est une succession de choses en fait où il y a comme un tourbillon qui s'est enclenché et qui ne, enfin, par rapport à ce que tu nous racontes, après toi quand t'es dedans, c'est encore autre chose, c'est encore une autre dimension, mais j'ai quand même envie de savoir quand on en sort un petit peu, parce que souvent quand on est au milieu du cyclone, on se rend pas compte et c'est ce que on disait avant, on est dans la survie, on est dans le voilà, il faut que je tienne. Et puis, c'est un peu comme quand on se fixe un objectif, on est là, puis on s'accroche. Mais une fois que tout ça s'arrête, tu m'as parlé justement de que tu as dû, après coup, faire aussi, te faire aider. Je pense que c'est important qu'on en parle, parce que des fois, on a l'impression on doit s'en sortir toute seule ou que ben voilà ça va passer avec le temps ou autre. Et toi, tu m'as parlé des séances de MDR justement pour traiter ton PTSD. Alors, attention, on va donner juste quand même quelques petites explications parce que ce sont des acronymes qui sont à la base en anglais. Je vais vous épargner les noms en anglais parce que ça sert à rien. Mais le PTSD, c'est un trouble psychologique qui peut survenir après un événement traumatisant avec des flashbacks, des angoisses et une détresse persistante. Et donc le traitement EMDR, c'est une thérapie qui utilise des mouvements oculaires pour aider à retraiter des souvenirs traumatiques et réduire leur impact émotionnel. Donc on peut bien se rendre compte que ça peut être dans n'importe quelle situation où il y a eu un traumatisme en fait. Et j'aimerais bien Mhm. que tu nous expliques un peu cette période-là. Raconte-nous un petit peu par Et rapport à ça. En fait, moi, j'ai demandé de l'aide tout de suite. De nouveau, après l'accouchement, j'ai vu des psychologues au CHUV. Mais encore une fois, c'est des psychologues qui sont là pendant 4 5 semaines. Et puis après, ça change, puis pour recommencer. Et en fait, ça menait à rien. Je rebrassais les mêmes choses tout le temps sans en faire quoi T'avais que pas ce un soit. suivi?
Non, non. Après, j'ai été transférée à Yverdon et là, j'ai vu une pédopsychiatre. Et ça a changé la donne. Ça a vraiment changé la donne parce que c'est vraiment pas la même approche. Pas la même approche du tout. Donc, le MDR, je l'ai pas fait à ce moment-là. Là, ça a vraiment été des séances de thérapie, je dirais plus standard. On a beaucoup travaillé sur l'acceptation psychologique de tout ce qu'il y a eu parce que on peut se mettre en mode survie, mais à un moment donné, le mode survie se déclenche, enfin, il s'enlève, et puis bah, il faut qu'on puisse gérer tout ce qu'on a, tout ce qu'il y a eu avant, il faut qu'on apprenne à le gérer, et puis qu'on en fasse quelque chose pour pas que ça nous bouffe, en fait. Le cerveau, à un Donc moment ça, c'est donné, il a... intéressant ce que tu dis, Sabrina, si je peux me permettre, pour les personnes qui nous écoutent et qui ont eu justement des difficultés dans leur grossesse, qui ont dû avoir peut-être une intervention de grossesse aussi, peu importe les raisons finalement. Donc pédopsychiatre, parce que c'est vrai que quand on a parlé Oui, ensemble, j'étais assez étonnée parce que je me suis dit, mais tiens, alors psychiatre, je comprends. euh, mais pédiatre quand même à la base. Donc, à la base, on s'imagine que ce sont des médecins pour les enfants, alors que finalement, mais ben, ils peuvent très bien aider une femme qui a passé par ben, l'accouchement, etc., en fait. oui, parce qu'en fait, c'est tout ce qui traite la grossesse. Voilà. C'est elle qui est intervenue. Je pense que elle, je veux pas dire qu'elle m'a sauvé la vie, parce que ça, voilà, j'ai jamais eu de pensée morbide ou quoi que ce soit, hein. Mais je pense réellement elle a trouvé le moyen de nous faire avancer de manière sereine avec le bagage qu'on traînait derrière. Mais je pense qu'en fait, en travaillant sur moi, ça a travaillé automatiquement après sur le noyau familial, hein, dont Bien ma fille. sûr. Moi, ma priorité, c'était comment faire en sorte que ma fille ne souffre pas de tout ce qui s'est passé. Comment faire en sorte que ma fille grandisse avec, enfin, sainement, sans garder, parce qu'on sait que on a beau dire c'est des bébés, ils s'en souviennent pas. Non, non, non. Moi, je crois vraiment au fait qu'il y a des choses qui restent. C'était travailler sur moi pour travailler sur elle. Voilà, c'était pas lui transmettre des choses que moi j'ai vécues et je voulais pas garder des choses négatives qui après se seraient répercutées sur elle. C'était vraiment le but de, voilà. Et puis, ben, cette acceptation de se dire, mais comment c'est possible? Comment on peut continuer? Comment accepter en fait, que notre corps, que mon corps ait failli à ce moment-là. Pour moi, c'était ça. Et bah, enlever quand même ce sentiment de culpabilité parce qu'on est maman. Donc, pour nous, c'est nous qui avons fait quelque chose qui n'était pas. On a bugué à un moment donné. Il a fallu accepter qu'en fait, non, j'aurais rien pu faire pour éviter ça. Et ça, moi, je l'ai intégré plus tard. Donc, ça, c'est le MDR qui me l'a fait intégrer. Et on a arrêté un peu après avoir récupéré les centres de ma fille. Elle m'a aussi accompagnée dans tout ce processus. Donc, j'avais besoin aussi d'être accompagnée vraiment professionnellement. Oui, justement, Et parce qu'en fait, tu vis ce tourbillon d'après, en fait, parce que tu as de nouveau cette ambivalence de oui, être heureuse parce que ben, tu as ta fille qui est née, une de tes filles, et au même temps, ben là, tu es face à la réalité du deuil aussi. Donc, c'est tout ce travail, en fait, qui doit être mhm, vraiment, mais horrible, parce que tu peux pas vraiment faire ton deuil, mais tu peux pas vraiment faire ton avancement dans ta maternité, parce que bah, c'est déjà quelque chose en soi, de devenir maman, de devenir parent, c'est déjà très bouleversant dans une vie. D'avoir ces deux mondes s'entrechoquent, je pense que, enfin, vu de l'extérieur, moi, c'est ce que je me dis, mais comment on peut gérer quelque chose comme ça? Et justement, ben, de savoir qu'il y a des gens euh, formés aussi pour t'accompagner sur toutes ces étapes-là, c'est après, important, moi, je dis toujours, hein, ça doit vraiment venir de soi. C'est clair que si on m'avait obligé, ça aurait pas eu le même impact. évidemment. Après, moi, j'ai jamais eu de problème, en fait, à chercher de l'aide. C'est pas, voilà, j'ai jamais eu ce problème-là. Du coup, c'était naturel pour moi de chercher ce moyen d'avancer avec ça, parce que c'est pas, se faire aider pour régler la situation. Oui, on règle certaines choses, mais on apprend à avancer avec. C'est pas la même chose, en fait. Moi, c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps. Il y a des dates qui sont là. Euh, on en parle tous les jours, enfin, pas de la situation, mais de Laura, on en parle. Ma fille connaît son histoire, elle connaît sa sœur jumelle, elle sait ce qui s'est passé. Il y a encore quand même des détails qu'on nommait parce que c'est pas de son âge, parce qu'elle n'a pas la maturité pour les comprendre. Mais Elle quand a elle quel l'aura, âge bon, maintenant? elle a 7 ans.
C'est vrai que c'est encore un peu c'est jeune tout. pour tout expliquer, mais c'est vrai que au fur et à mesure que viendront les questions, parce qu'elles viendront, bien à ce moment-là, il faut adapter toujours le discours. Je pense que c'est vraiment important de le dire aussi parce que peu importe la situation, on a souvent entendu. Moi, je sais que de ma génération, on est de la même génération. On nous disait souvent qu'il fallait cacher aux enfants parce que pour les Non. protéger en fait à la base, hein, c'était pas quelque chose qu'on faisait pour faire du mal, au contraire. Sauf que le problème avec ça, c'est qu'on grandit avec des points d'interrogation et que ces points d'interrogation, quand ils sont pas finalement, qu'il n'y a pas les réponses à ces questions, ben on grandit avec des peurs, avec des angoisses, des choses comme ça. Enfin, on peut vraiment se retrouver perdu, alors que le Mhm. fait de mettre des mots adaptés à l'âge, bien ça peut tout de suite apaiser malgré tout en fait. Puis en fait, bah, pour revenir à l'EMDR, je l'ai fait quand même bien, bien, bien plus tard. D'accord. Il faut savoir que bah, pour moi, pour moi, c'était OK. Enfin, moi, j'étais OK avec le tout. Mais ben voilà, il y a des événements qui arrivent et puis qui ravivent des choses qu'on pensait régler. Là, en l'occurrence, c'était l'annonce d'une grossesse d'une connaissance, d'une copine qui m'a annoncé qu'elle attendait des jumeaux. Et là, je me suis effondrée, mais j'ai pas compris pourquoi. Hmm. J'ai pas compris pourquoi ça me faisait cet effet-là. Et ça a été quand même assez violent. Il a fallu quand même un moment pour que bah déjà que j'intègre, mais je ne sais pas pourquoi. Hein, est-ce que c'était une crainte de revoir quelque chose qui m'est arrive à quelqu'un d'autre? C'était pas de la jalousie. Enfin, il n'y avait pas ça. Il y avait plus arrêtez de vous réjouir parce que c'est pas si réjouissant que ça d'attendre des jumeaux. C'était aussi ça, tu sais, dans ma tête. Oui, et puis Je pouvais... comme tu m'as dit aussi lors de l'interview, c'est que finalement, quand on te dit bah, que tu es enceinte, euh, on pense, bah, heureusement d'ailleurs, on pense aux choses magnifiques, c'est super et tout, mais finalement d'être enceinte, ça a déjà ses risques en soi. Et d'être enceinte de jumeaux, de jumelles, Ouais. ben c'est ce que tu m'as dit, c'est pas rien en fait. Pour Ah, le ouais. corps déjà, mais pour tout ce qui s'ensuit en fait au niveau de la grossesse, et tu l'as très bien dit, en plus. T'es traité comme une grossesse à risque. Donc, Ouais. ça veut quand même dire que effectivement, il y a des risques. Mhm. Et puis là, bah, j'ai expliqué hein, à cette copine que j'étais très contente pour elle, mais que j'avais vraiment besoin de prendre des distances parce que j'étais pas capable enfin, de l'accompagner. C'est pas on n'est pas proche à ce point-là, mais je pouvais pas être trop là-dedans. Ça faisait C'était trop écho difficile. à ton histoire finalement. Ouais, Ça venait sonner, en tout cas, ça venait réveiller quelque chose exactement. euh, qui n'était pas résolu finalement. Ça t'a donné Non. cette opportunité de voir que c'était pas résolu. Exactement. Et puis ça, c'était avant les vacances d'été. Donc j'ai passé les vacances d'été. Et au retour des vacances d'été, j'ai rappelé la pédopsie. Et puis je lui ai dit, écoutez, là, ça va pas. Enfin, voilà, j'ai besoin vraiment qu'on se revoie. Alors on s'est revus. Et là, j'ai expliqué. Puis c'est là où elle m'a parlé de l'EMDR. Moi, encore une fois, je suis pas du tout réticente à tester des choses. Voilà, je teste, je regarde si ça va, ça passe. C'est quand même assez violent. Faut aussi se dire ça. Hein. Elle a apparenté ça quand même à une mini intervention au cerveau. Quand on fait ces séances de MDR, c'est extrêmement épuisant. Ça Mhm. demande une énergie très forte parce que vraiment mentalement, ça demande beaucoup. Alors Et on se dit, ouais, mais tu as eu beaucoup de séances comme ça ou tu as fait une séance? Comment j'en... ça se passe en général? Ah, parce qu'après, bien évidemment, hein, je tiens à le dire, Ah oui, tout dépend des traumatismes, etc. Mais je veux dire pour toi. en fait, il a fallu identifier l'élément problématique. Et Il vous a avez pu fallu déjà, l'identifier du coup. voilà, ça on a pu l'identifier. Et en fait, c'est l'élément qui fait que ma vie a basculé dans une autre dimension. Tout simplement, c'était l'annonce. Et là, moi, je me suis aussi rendu compte que l'annonce a fait de moi une autre personne. Alors, pas à 100% qu'on s'entende, hein, mais l'annonce a fait, moi, j'ai basculé dans un autre monde. Ça m'a bien sûr changé. Et c'est aussi l'annonce où il a fallu que je déculpabilise, où j'ai dû me dire, c'est pas de ma faute. Moi, je m'en voulais de pas avoir vu les signes avant, parce qu'il y avait des signes. Dans ma grossesse, il y avait des signes, mais je ne savais pas, je pouvais pas je connaissais pas les signes. Mais c'est après que j'ai dit, mais oui, je les avais. Et comment j'ai pu ne pas voir? Donc, un ventre anormalement gonfle, par exemple. Hein.
qu'à à 4 mois de grossesse, on ne peut pas avoir le ventre comme ça. Mais moi, j'avais un ventre anormalement gonfle. Mais pour moi, c'était OK. Mais ça, je l'ai su après, que Mais tu vois, c'était un c'est des fou. signes. C'est fou parce qu'en fait, tu dis des choses comme ça que oui, on peut le savoir, mais après, parce que t'as jamais été enceinte non plus, donc tu peux pas savoir ce que tu sais pas. Et Non. c'est vrai que c'est fou à quel point des fois on s'en veut pour des Ah, choses parce qu'on se dit que potentiellement on aurait pu changer le cours de l'histoire si on avait vu, si. Mais on sait bien que c'est impossible et c'est vrai que c'est pour ça que j'insiste sur le fait que je pense que c'est ah, vraiment important de pouvoir, peu importe quelle thérapie, qui on va... complètement. En fait, ces séances de MDR ont servi à la déculpabilisation et à l'acceptation du fait que je ne pouvais rien faire. Voilà. En fait, ça a Mhm. été ça. Et depuis, c'est OK par rapport à ça. Comme je dis, le stress post-traumatique, elle m'a dit, il peut vous arriver dans 15 ans. C'est pas, mais ça va aller là-dessus parce que c'est votre élément traumatique. On n'est pas à l'abri. Aujourd'hui, je vis avec parce que je vais pas dire que je l'ai accepter parce qu'on n'accepte pas. C'est pas possible d'accepter Mhm. le décès déjà d'un proche et après d'un enfant. C'est quand même un bébé qui a le cœur a battu. Je l'ai entendu, je l'ai vu. J'ai des échographies où elles sont les deux. Donc non, elle a existé. Elle est dans Non, notre puis je livret de pense qu'il faut qu'on arrête en fait de devoir se justifier, mais d'avoir des émotions, peu importe quelles qu'elles soient, envers qui que ce soit. Parce que si on les ressent, c'est parce qu'elles sont légitimes pour nous. Donc, et surtout le temps. C'est pas parce que c'était il y a 7 ans, c'était il y a 8 ans, il y a 9 ans, il y a 10 ans, il y a 11 ans qu'en fait mais on n'oublie jamais. c'est moins présent, c'est pas ça. Et puis moi, j'ai besoin d'en parler. Puis aujourd'hui, j'ai appris que si ça dérange les gens, c'est leur problème, c'est pas le mien. Moi, je vais continuer d'en parler parce qu'elle fait partie de ma famille, elle fait partie de notre famille aujourd'hui. Et c'est voilà, ça peut aider quelqu'un d'autre, bah tant mieux. Mais j'en parle ne serait-ce qu'aussi pour le bien-être d'Eliana qui va bien aujourd'hui, hein, qui a aucun problème lié à sa prématurité. Non, elle est enfin, magnifique. Alors aussi, je voulais juste mentionner le fait qu'il y a eu aussi une autre petite fille qui est née en Oui, 2019, Naila. oui. Donc tu as Et, eu cette petite puce qui est venue aussi compléter votre famille. Comment est-ce que ça s'est passé pour cette deuxième grossesse, pour que tu puisses ben, justement aller un petit peu... est-ce que tu as mieux pris cette grossesse ou est-ce que tu avais quand même beaucoup de craintes par rapport à ce qui s'était passé? Comment ça s'est passé? alors, il faut savoir que le mois d'avant, j'ai fait une fausse couche. Oh là là. Ouais. Mais je suis tombée enceinte de nouveau tout de suite après. Donc, enfin voilà, c'est des choses qu'on ne comprend pas. Mais je suis tombée aussi enceinte très rapidement. Bah, il y a eu cette fausse couche, mais assez précoce, hein. Je devais être à 6 semaines. Et puis, juste bah, un mois après, j'étais à nouveau enceinte. J'ai tout de suite appelé la gynécologue parce que moi, je voulais un rendez-vous très, très rapide pour justement m'enlever le doute du nombre de bébés qu'il pouvait y avoir. Donc là, on est allé très très vite, je crois 6 semaines, 6, 7 semaines, parce que d'habitude c'est bien plus tard hein, qu'on va faire le premier contrôle, juste déjà pour nous assurer qu'il y en avait bien qu'un. Et puis après, c'était une grossesse normale, donc avec des rendez-vous comme on a l'habitude d'en avoir une grossesse standard. Donc ça, c'était un peu bizarre au début parce que moi qui étais habituée à aller toutes les 2 semaines, voilà, c'était une Donc en fois par fait, mois. tu n'as pas plus de suivi vu ce qui s'était Non, passé? Ok. non, parce que c'est totalement, voilà, il n'y a pas de C'est lien. indépendant l'un de l'autre, ouais. Non, puis moi, j'ai pas eu moi, j'avais pas de malformation particulière au niveau de l'utérus comme ça. Donc, non, c'était une Il n'y avait pas de grossesse, raison. non, voilà, exactement normale, standard. J'ai accouché 2 jours avant le terme par voie basse. Donc, j'ai pu faire une voie basse. Donc, j'ai pu allaiter, ce que j'avais pas vraiment réussi à faire pour Eliana parce que elle était beaucoup trop petite. Donc, c'était du tir-allaitement. Et là, bah, j'ai pu allaiter ma deuxième pendant 18 mois. Donc ça a été ça m'a réconcilié un petit peu avec alors pas la maternité, la grossesse, pas la maternité quand même, mais avec la grossesse, de pouvoir revivre une grossesse sereine. Après des choses toutes bêtes, me faire des photos de grossesse, c'est des choses qui m'ont manqué quand même. Alors moi, je me prenais moi-même en photo, mais bon, après on n'est pas obligé de faire des photos de grossesse, qu'on s'entende, mais je trouvais
toujours très joli. J'aurais souhaité le faire. Et là, on a pu le faire pour cette grossesse-là. Et puis le fait que ça se soit tout bien passé, on est vraiment resté sur une note positive. Justement, on se dit, Voilà. oui, les photos, c'est pas obligatoire, etc. Mais là, encore Non, plus mais que chez quelqu'un d'autre, je pense que moi, c'est... exactement. Puis moi, c'est un corps que j'avais pas connu. Mhm. Parce qu'en fait, ayant accouché à 27 semaines, oui, j'avais du ventre, hein, mais je connaissais pas ce gros ventre de fin de grossesse. Et quand j'ai dépassé les 27 semaines sur ma deuxième grossesse, j'étais là, mais en fait, tout est nouveau. À Mhm. partir de là, tout est nouveau. Tout Ouais. est une première, tout est... Voilà, donc je l'ai vécu, non, mais je l'ai bien vécu, sereinement. Donc là, en fait, tu as commencé aussi, enfin, tu as commencé déjà avant avec ton travail, parce que là, le MDR, tu disais justement que ta fille, ta deuxième fille, donc troisième fille, pardon, était déjà née. Donc, Oui. ça veut dire que quand tu regardes maintenant ta vie actuelle, qu'est-ce qui te rend la plus fière si tu devais maintenant dire quelque chose Pas de moi ou en en général. général dans ta vie actuelle? C'est toujours Ah, c'est difficile une de se question faire des piège. compliments. Non, mais c'est ce que je dis souvent aussi dans mon métier. C'est toujours très compliqué de se faire de se dire qu'on est fier, nous, de quelque chose. On arrive toujours à se dire de quoi on n'est pas fier, Bah, tu mais sais, un peu d'être ce fier. podcast, c'est aussi pour laisser un petit peu des Ouais. choses et puis en prendre. Donc, Non, mais c'est vrai. Fier d'avoir réussi à construire une famille saine malgré ce qu'on a vécu. Je pense qu'on a un noyau familial sain. On a un noyau familial de communication. On parle beaucoup. On s'écoute. On n'a pas de tabou. Donc, même Neila, hein, connaît l'histoire. Alors, elle est plus petite, donc c'est différent, mais elle connaît l'histoire, elle connaît Laura, donc elle sait qu'il y a une autre sœur. Elle sait, voilà, qu'elle est sur la Lune. Je sais pas où ils veulent qu'elle soit, mais voilà. Donc, elle la mentionne aussi tous les soirs. Non, fière de, je pense, ouais, vraiment du côté sain. Parce qu'en fait, ce genre d'événement, ça peut avoir une double incidence, ou ça divise ou ça renforce. Parce qu'on ne vit pas le deuil de la même manière et ne pas vivre le deuil de la même manière, ça peut diviser. Parce qu'on peut être dans l'incompréhension des réactions de l'un ou de l'autre. Et en fait, nous, ça a été tout le contraire. Je pense qu'on a vraiment eu cette capacité à se laisser l'espace et le temps et le besoin et la façon de le faire propre à soi. Et je pense que ce que je remarque souvent dans les histoires, c'est que ça soit par rapport à un couple ou par rapport à une relation d'amitié, celles qui peuvent durer dans ces épreuves-là, bah, c'est celles qui comptent vraiment. Et c'est celles qui, en fait, nous permettent de nous développer. Quand on parle de développement personnel, c'est un petit oui, peu vulgarisé d'une manière maintenant où c'est un peu, ça a une connotation des fois un peu négative. Mais je trouve que le développement personnel, de pouvoir avancer dans son histoire et de progresser et de se laisser cet espace, ça s'apprend en fait, ça s'apprend avec de la patience. Ça a certainement pas dû toujours être facile, mais au moins le fait de pouvoir communiquer déjà, le fait de pouvoir avoir oui, cet clairement. espace-là, c'est hyper important. Et puis, comme tu dis, hein, comme tu dis, moi, comme je t'ai dit, enfin, comme j'ai expliqué avant, il y a eu un avant, il y a eu un après. Et ça a changé des choses, clairement. En moi, hein. Alors moi, je l'admets complètement, hein, il y a des choses voilà, j'ai changé sur certains aspects, j'ai pas les mêmes réactions, j'ai pas forcément la même énergie à mettre dans certaines choses, dans certaines situations, dans certaines relations. Mais ça fait, ben voilà, comme dans tout événement difficile, ça fait des tris. Ça fait un Et voilà. Alors, nettoyage et on en parle à chaque fois mais ça ne veut dans pas ces dire que podcasts. moi, je renie jamais ce qui a été avant, parce que ce qui a été avant fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Donc, la même chose avec la grossesse, avec tout ça, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui si tout ça n'était pas arrivé. Donc, quelque part, je me dis, il doit y avoir une raison, et peut-être que cette raison, c'est ça, je ne sais pas. S'il doit y en avoir une, pour autant qu'il y en ait une, voilà. Mais je pense vraiment que c'est aussi important après de s'entourer des personnes qui sont capables de comprendre le changement.
Mhm. Et c'est pas donné à tout le monde. Et c'est OK. Mhm. C'est OK hein, que ce soit pas donné à tout le monde. Enfin, c'est pas du tout jeter la pierre, mais Mais c'est vraiment, surtout que les voilà, gens c'est de. qui ne comprennent pas forcément, c'est pas nécessairement de la mauvaise volonté, mais c'est aussi qu'ils ne sont pas Non, en mesure avec ouais, le bagage, les outils qu'ils ont en leur possession de exactement. comprendre et de savoir par quoi tu passes. Et surtout, en fait, souvent, les peurs que ces gens ont, parce que ce sont souvent des peurs qui te mettent dessus et qui disent, ben voilà, Mhm. je comprends pas parce que, voilà, ils ont jamais vécu ça ou qu'ils ont peur de vivre ça ou qu'ils ont peur pour toi, mais ce sont leurs Oui. peurs. Donc c'est vrai que ben tu peux pas dire c'est juste ou c'est faux, c'est juste que c'est pas ce que toi tu as Non. besoin. Il faut à un moment donné aussi le verbaliser et puis s'écouter. Mhm. Je pense que s'il y a un message à faire passer, enfin, moi je dirais qu'il y a 2 points, peut-être trois. C'est de ne pas hésiter à demander de l'aide, parce que c'est pas une honte, c'est pas une faiblesse. Au contraire, moi je trouve que c'est une preuve de courage et c'est une preuve de force de pouvoir demander de l'aide. On voit souvent ça comme une faiblesse, mais moi je le vois absolument pas comme ça. Moi je le vois vraiment comme tout le contraire, tout le contraire. Parce que je trouve que c'est aussi faire preuve de maturité, de réussir à se dire, OK, là, moi, là, j'ai pas les outils. Il faut que j'aille chercher les outils. Et je trouve que ça, c'est important. Après, de pouvoir aussi, bah, la communication, hein, que ce soit, enfin, que ce soit avec les amis, que ce soit avec la famille, avec notre conjoint, avec les enfants. La communication, c'est aussi, je pense, une des clés pour vivre ça de manière sereine, enfin le plus sereinement possible, hein, qu'on s'entende. Et puis pas créer, juste comme tu disais avant, ces non-dits, ces tabous, ces points d'interrogation. On peut Mhm. tout à fait ne pas les mettre dans la construction de nos enfants. Ça nous appartient aussi hein, de pas le faire. Et puis après, bah, de s'écouter aussi. Ce qu'on fait pas toujours parce qu'on veut toujours bien faire pour les autres. Puis au final, en fait, il faut bien faire pour soi. Ah, Puis bah, merci en ça, tout c'est aussi. cas Sabrina de partager ça parce que justement je voulais savoir qu'est-ce que tu pouvais passer comme Ouais, c'est message aux ça. parents et je pense que c'est hyper important et je voulais rebondir sur ce que tu disais par rapport à se faire aider parce que là on a parlé effectivement de la pédopsychiatre, je vais y Pédopsie. arriver, et aussi bah, de l'EMDR, mais je pense que il faut aussi citer en fait ces associations ou des groupes que l'on peut trouver Mhm. et qui peuvent vraiment nous aider. Et toi, tu as voulu citer deux d'entre eux parce Oui, que je pense qu'il y en a plusieurs, mais toi, ceux qui t'ont oui, bien aidé et sûr. qui pourraient aussi aider des personnes qui nous écoutent. Alors, nous, on se situe en Suisse, mais bien évidemment qu'il peut y en avoir en France, partout ailleurs. Quelles ont été les associations et groupes que tu as pu contacter? Pendant la grossesse, il faut savoir que j'ai essayé de chercher en Suisse d'autres parents, mamans qui ont vécu ça, j'ai pas trouvé. Et je suis C'est tombée peut-être sur un qu'il faut groupe Facebook, commencer quelque chose. peut-être. Je Il faut passe un aussi, petit ouais, message là, je sais ouais, pas, hein. Je dis ça comme ça, mais peut-être. je l'avais en tête depuis que je prépare cet épisode, donc je devais le Ok. dire. Voilà. Peut-être qu'un jour, effectivement, ce sera quelque chose à faire. Mais en fait, il y a un groupe Facebook que j'ai trouvé, mais c'est un groupe en Italie, c'est le TTTS Italia, où là, j'ai vraiment pu me sentir comprise, mais comprise à 300%. Donc, avec des échanges avec des personnes disponibles à toute heure, des mamans qui avaient vécu ça il y a quelques années, des mamans qui venaient de le vivre, des mamans qui le vivent en même temps que moi. Ça a été vraiment un besoin, enfin, comment dire, un soulagement, pas un besoin, un soulagement de pouvoir communiquer à tout moment avec des personnes qui savaient de quoi je parlais, hein, tout simplement. Ça, puis bah, c'est clair qu'il y avait des mamans où tout s'était bien passé, donc qui avaient eu le syndrome, mais qui avaient eu les deux bébés. Ça, c'est faisable, hein. Des mamans qui avaient perdu les deux, des mamans qui étaient dans la même situation que moi, des mamans où les enfants avaient des problèmes, où ça a engendré aussi des problèmes à la naissance. Enfin, faut dire que voilà, il y avait plein de cas mais tous nés de ce syndrome. Donc, pendant la grossesse, ça a été super utile. Enfin, c'était un peu une bouée de sauvetage, on va dire ça comme ça. Et puis après, quand j'ai accouché, on a eu la présence au CHUV de l'association Né Trop Tôt, donc qui est présente au CHUV. Hein, donc, on reçoit, quand on accouche, puis quand on est en néonate, on reçoit un petit sachet, on va dire ça comme ça, un petit sac, où il y a des petites choses pour prématurer. Donc, il y a la petite pieuvre,
qui répond à des normes très précises. Hein. Donc, c'est pas une pieuvre comme ça. Il y a vraiment des normes, une standardisation très précise de cette petite pieuvre qu'Eliana possède toujours d'ailleurs. C'est pour éviter que les enfants de néonates s'agrippent aux tuyaux qu'ils ont et prennent plutôt les tentacules de la pieuvre. On nous a offert une grande couverture faite par des grands mamans, sauf erreur, en patchwork. On a eu des petits habits, des petites chaussettes, et puis une présence, si on le souhaitait, ponctuelle en néonate. Donc, il y avait des moments d'échange où on pouvait aller échanger avec d'autres parents, etc. Et puis, bien sûr, bien après, on pouvait aussi échanger. Après, moi, j'ai moins sollicité parce que j'avais de l'aide, justement, après, Oui, voilà, tu avais professionnelle. de l'aide de l'autre côté. Et puis, moi, Voilà. je pense que après, chacune doit trouver Mhm. ce qui lui convient. Nous, on propose des choses qui t'ont fait du bien à toi. Et je pense que ça peut déjà Voilà. guider certaines personnes Mhm. qui vont écouter. Parce que, évidemment, en voyant l'épisode de podcast, en tout cas le titre, certaines Mhm. personnes vont vraiment être intéressées par ce qu'elles ont vécu ou que quelqu'un qui est proche a vécu. Donc, c'est toujours important de le citer, mais c'est vrai que chacune doit tester, voir ce qui convient. Et c'est vrai que Bien sûr. par rapport à à ce groupe Facebook, eh bien, et que ce soit l'association ou le groupe Facebook d'ailleurs, je mettrai tous les liens Mhm. en description de l'épisode, comme ça vous pourrez le trouver. Ben, pour toutes les situations et encore plus dans des situations comme la tienne, eh bien, il faut du temps pour pouvoir accueillir aussi tout ce qui s'est passé et puis laisser passer aussi certaines choses. Et je voulais vraiment te remercier d'avoir Mhm. pris le temps de venir sur ce podcast. Ça me touche énormément. Je pense que ton témoignage pourra aider certaines personnes aussi. Tu t'en rends peut-être pas compte, mais tu pourras aussi aider certaines personnes grâce à ton témoignage. Donc c'est vraiment précieux. Je te remercie. Et tu montres vraiment qu'il est possible de trouver du sens même après des épreuves difficiles. Donc merci infiniment. Toutes les personnes qui nous écoutent, n'hésitez pas à laisser un petit mot pour Sabrina dans les commentaires. Merci Sabrina et je te dis à Merci à bientôt. toi. À bientôt. Ciao, ciao! Et voilà, l'épisode est à présent terminé. J'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, je t'invite à mettre un petit pouce en l'air sur YouTube, à t'abonner à cette chaîne. Et si tu es sur les plateformes de podcast, savais-tu que tu peux aussi t'abonner? Oui, oui, c'est le cas. Et sinon, si tu veux participer à ce podcast et poser toutes tes questions et envoyer peut-être une note vocale, eh bien je t'invite à le faire à l'adresse suivante: hello@lacasabloom.com. Je te dis à bientôt et n'oublie pas de suivre tes rêves car ils connaissent le chemin. Ciao!